Chapitre 8 L'anniversaire de mort. Octobre arriva, répandant un froid humide dans le château et ses alentours. Madame Pommefraîche, l'infirmière, dut faire face à une épidémie de rhume parmi les élèves et les enseignants. La pimentine, une potion qu'elle fabriquait elle-même, se révélait d'une efficacité fulgurante, mais elle avait pour effet secondaire de faire fumer les oreilles pendant plusieurs heures. Harcelée par Percy, Ginny Weasley, qui n'avait pas très bonne mine, fut forcée d'en prendre et la vapeur qui lui sortait de la tête, sous ses cheveux flamboyants, lui donnait l'air d'avoir pris feu. Pendant des jours entiers, la pluie frappa à grosses gouttes les fenêtres du château. Le niveau du lac monta, les massifs de fleurs se transformèrent en mares de boue et les citrouilles de Hagrid eurent bientôt la taille d'une cabane à outils. L'enthousiasme d'Olivier Dubois pour les séances d'entraînement n'avait pas faibli, cependant, et c'est ainsi qu'un samedi après-midi particulièrement pluvieux, Harry rentra trempé et maculé de boue dans la tour de Gryffondor. C'était quelques jours avant Halloween. Même en faisant abstraction de la pluie et du vent, la séance d'entraînement ne s'était pas bien passée. Fred et George, qui avaient espionné l'équipe des Serpentards, avaient vu les performances des nouveaux Nimbus 2001. D'après eux, les Serpentards allaient si vite qu'on ne voyait plus d'eux que des traînées vertes qui sillonnaient les airs à la vitesse d'un avion. Alors qu'il avançait dans le couloir désert avec ses chaussures boueuses, Harry croisa quelqu'un qui semblait aussi préoccupé que lui. Nick, quasi sans tête, le fantôme de la tour de Gryffondor, regardait par la fenêtre d'un air morose. « Je ne remplis pas les conditions, marmonnait-il, pour 1 centimètre. » « Bonjour, Nick, » dit Harry. « Bonjour, » répondit le fantôme qui sursauta et jeta un coup d'œil autour de lui. Il avait coiffé un magnifique chapeau à plumes sur ses longs cheveux bouclés et portait un pourpoint orné d'une fraise qui dissimulait son cou presque entièrement tranché. Il était pâle comme un panache de fumée et Harry voyait au travers de son corps le ciel sombre d'où s'abattait une pluie torrentielle. « Vous m'avez l'air bien soucieux, mon jeune Potter, » dit Nick en repliant une lettre transparente qu'il rangea dans son vêtement. « Vous aussi, » dit Harry. « Oh, ce n'est pas très important, » répondit Nick quasi sans tête avec un mouvement gracieux de la main. « En fait, je n'avais pas tellement envie d'en faire partie. Bien sûr, j'ai envoyé ma candidature, mais il paraît que je ne remplis pas les conditions requises. » Malgré son ton léger, son visage exprimait une profonde amertume. « Mais quand même !» s'exclama-t-il soudain en sortant la lettre de sa poche. « On pourrait penser que recevoir dans la nuque 45 coups d'une hache émoussée suffirait à vous faire admettre au club des chasseurs sans tête, non ? » « Certainement, » répondit Harry, dont il attendait de toute évidence l'approbation. « Personne, plus que moi, n'aurait souhaité que le travail soit fait proprement et que ma tête soit tranchée nette. Cela m'aurait épargné beaucoup de souffrance et de ridicule. Et pourtant... » Nick, quasi sans tête, secoua sa lettre pour la déplier et lut d'un ton furieux. « Nous ne pouvons accepter dans notre club que des membres dont la tête a été complètement séparée du corps. Vous comprendrez bien que dans le cas contraire, il nous serait impossible de participer à des activités telles que le lancer de tête à cheval ou la course sans tête. J'ai donc le très profond regret de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions requises pour être admis dans notre club. Nous vous prions d'agréer, etc. Et c'est signé Sir Patrick Delaney Podmore. » Furieux, Nick quasi sans tête fourra la lettre dans sa poche. « Ma tête ne tient que par 1 centimètre de peau et de tendons, Harry. Tout le monde penserait que j'ai été bel et bien décapité. Eh bien non! Ce n'est pas encore assez pour ce monsieur coupé-court Podmore. » Nick quasi sans tête respira profondément à plusieurs reprises, puis il reprit d'un ton plus calme. « Et vous, Harry, qu'est-ce qui vous tracasse ainsi? Je peux faire quelque chose? »« Non, » répondit Harry. « À moins que vous sachiez où nous pourrions nous procurer 7 Nimbus 2001 pour notre match contre les Serpes. » La fin de la phrase de Harry fut étouffée par un miaulement perçant qui retentit près de ses chevilles. Il regarda par terre et vit 2 yeux jaunes qui brillaient comme des lampes. C'était Mystaigne, la chatte grise et efflanquée qui jouait le rôle d'assistante d'Argus Rusard, le concierge, dans son implacable bataille contre les élèves de Poudlard. « Vous feriez mieux de filer d'ici, Harry, » dit précipitamment Nick. « Rusard n'est pas de bonne humeur. Il a la grippe et des élèves de 3e année ont accidentellement projeté de la cervelle de crapaud au plafond du cachot numéro 5. Il a passé la matinée à tout nettoyer, alors s'il voit que vous mettez de la boue partout... »« Vous avez raison, » dit Harry en fuyant le regard accusateur de Mystaigne. Il ne fut pas assez rapide, cependant. Attiré par le mystérieux pouvoir qui semblait le lier à son horrible animal, Argus Rusard surgit soudain à travers une tapisserie, la respiration sifflante, le regard flamboyant. Sa tête était enveloppée dans une écharpe écossaise et son nez avait pris une teinte violette. « De la saleté !» s'écria-t-il, les bajoux frémissantes, les yeux exorbités. Il pointa du doigt la mare de boue qui s'était formée autour de Harry.
Désordre et cochonnerie, j'en ai assez, suivez-moi, Potter. La mine sombre, Harry adressa à Nick quasi sans tête un signe de la main et suivit Rusard au rez-de-chaussée, ajoutant de nouvelles traces de pas boueuses à celles qui existaient déjà. Harry n'avait encore jamais eu l'occasion d'entrer dans le bureau de Rusard. C'était un endroit que les élèves évitaient soigneusement. La pièce, misérable et dépourvue de fenêtres, était éclairée par une simple lampe à pétrole, suspendue au plafond bas. Une vague odeur de poisson frit flottait dans l'air. Des placards en bois s'alignaient le long des murs, remplis de dossiers dans lesquels Rusard conservait le détail des punitions qu'il avait infligées aux élèves de Poudlard tout au long de sa carrière. Fred et George Weasley avaient droit à un casier entier pour eux tout seuls. Une collection de chaînes et de menottes soigneusement astiquées était accrochée au mur, derrière le bureau de Rusard. Il était de notoriété publique qu'il avait toujours demandé à Dumbledore l'autorisation de suspendre les élèves au plafond par les chevilles. Rusard prit une plume sur son bureau et fouilla autour de lui en quête d'un morceau de parchemin. De la bouse, marmonna-t-il d'un air furieux. De la morve de dragon brûlante, des cervelles de grenouilles, des intestins de rats. J'en ai assez. Il faut faire un exemple. Où est le formulaire? Ah, voilà. Il dénicha dans un tiroir de son bureau un grand rouleau de parchemin et l'étala devant lui, trempant sa longue plume noire dans l'encrier. Non, Harry Potter. Crime. N'exagérons rien, ce n'était qu'un peu de boue, coupa Harry. Pour vous, ce n'est qu'un peu de boue, mon garçon, mais pour moi, c'est une heure de plus passée à récurer vos saletés, s'exclama Rusard. Nous disions donc crime, souillure du château, châtiment proposé. La plume en l'air, Rusard lança un regard sournois à Harry qui attendait en retenant son souffle que tombe la sentence. Mais au moment où le concierge abaissa à nouveau sa plume, un grand boom juste au-dessus du bureau fit vaciller la lampe à pétrole suspendue au plafond. « Peeves !» s'écria Rusard en jetant sa plume dans un accès de rage. « Cette fois, je t'aurai !» Et sans un regard vers Harry, Rusard se rua hors du bureau, Mystaigne sur ses talons. Peeves était l'esprit frappeur de l'école, une menace permanente qui flottait dans les airs en répandant sur son passage désordre et consternation. Harry n'aimait pas beaucoup Peeves, mais il lui était reconnaissant de s'être manifesté en cet instant. Il avait l'espoir que, quoi qu'il ait fait, et d'après le bruit il avait dû casser cette fois quelque chose de très volumineux, il occuperait suffisamment Rusard pour lui faire oublier Harry. En attendant, Harry se laissa tomber dans le fauteuil mangé au mythe devant le bureau. À côté du formulaire que le concierge n'avait pas fini de remplir, Harry vit une grosse enveloppe violette sur laquelle était écrit en lettres d'argent « Vite Magic, cours par correspondance pour sorciers débutants ». Intrigué, Harry ouvrit l'enveloppe, retira le morceau de parchemin qu'elle contenait et lut le texte qu'il avait sous les yeux. Vous vous sentez déboussolé dans le nouveau monde de la magie? Vous n'osez plus jeter de sorts en public par peur de paraître ridicule? Tout le monde éclate de rire quand on vous voit tenir votre baguette magique? Il existe une solution à vos problèmes. Vite Magic est une méthode entièrement nouvelle, rapide, facile, aux résultats garantis. Des centaines de sorcières et de sorciers en ont déjà bénéficié. Mrs. Desorty de Topsham nous écrit « Je n'arrivais jamais à me souvenir de mes formules magiques et mes potions étaient un sujet de plaisanterie pour toute ma famille. Maintenant, après avoir suivi la méthode Vite Magic, je suis la vedette de toutes les soirées et mes amis me supplient de révéler la recette de ma poudre à briller. Le sorcier D.J. Prod de Didsbury nous dit « Mon épouse se moquait de la faiblesse de mes charmes, mais après m'être plongé un mois dans votre fabuleuse méthode Vite Magic, j'ai réussi à la transformer en zébu. Merci, Vite Magic. » Fasciné, Harry jeta un coup d'œil aux autres prospectus qu'il trouva dans l'enveloppe. Pourquoi donc Rusard voulait-il suivre un cours de magie par correspondance? Cela signifiait-il qu'il n'était pas un sorcier à part entière? Harry était en train de lire première leçon, savoir tenir votre baguette, quelques conseils utiles, lorsqu'il entendit le pas du concierge dans le couloir. Harry remit aussitôt les prospectus dans l'enveloppe qu'il jeta sur le bureau à l'instant où la porte s'ouvrait. Rusard avait l'air triomphant. « Cette armoire à disparaître avait une grande valeur, » dit-il à Mystaigne d'un air joyeux. « Cette fois-ci, ma mignonne, Peeves est coincé. » Il posa les yeux sur Harry, puis sur l'enveloppe de la méthode Vite Magic. Harry se rendit compte trop tard qu'il l'avait jetée à une bonne 50aine de centimètres de l'endroit où elle se trouvait auparavant. Le visage d'ordinaire livide de Rusard vira au rouge brique. Harry se prépara à être submergé par une vague de fureur. Rusard saisit l'enveloppe d'un geste vif et la rangea dans un tiroir. « Vous avez lu ?» balbutia-t-il. « Non, mentit Harry. » Rusard se tordait les mains. « Si j'avais pensé que vous liriez ma correspondance privée... D'ailleurs, ce n'est pas à moi, c'est pour un ami, néanmoins...
Cependant... Harry le regardait avec inquiétude. Rusard n'avait jamais paru aussi en colère. Ses yeux lui sortaient de la tête, ses joues flasques étaient agitées de tic, et l'écharpe écossaise n'arrangeait rien. Très bien, dans ce cas, sortez, et pas un mot, non pas que... Enfin, si vous ne l'avez pas lu, allez-vous-en, il faut que j'écrive un rapport sur Peeves. Stupéfait d'avoir une telle chance, Harry se précipita hors du bureau, fila le long du couloir et monta l'escalier 4x4. Sortir du bureau de Rusard sans la moindre punition représentait sans doute un exploit unique dans l'histoire de l'école. Harry! Harry! Ça a marché? Nick quasi sans tête sortit d'une salle de classe. Derrière lui, Harry vit les restes d'une grande armoire noire et or qui avait dû tomber de haut et s'était fracassée sur le sol. J'ai réussi à convaincre Peeves de la laisser tomber juste au-dessus du bureau de Rusard, dit Nick. J'espérais détourner son attention. C'était vous, dit Harry avec reconnaissance. Oui, ça a très bien marché, je n'ai même pas eu de retenue. Merci, Nick. Ils repartirent ensemble le long du couloir. Harry remarqua que Nick, quasi sans tête, tenait toujours à la main la lettre de refus de Sir Patrick. « J'aimerais bien faire quelque chose pour vous à propos de cette histoire de club, » dit Harry. Nick s'arrêta net. Surpris, Harry n'eut pas le temps de l'éviter et lui passa au travers. Il eut l'impression d'avoir franchi une cascade glacée. « Il y a quelque chose que vous pouvez faire !» s'exclama Nick d'une voix surexcitée. « Harry, serait-ce trop vous demander de... » Non, vous n'allez pas accepter. De quoi s'agit-il? Le jour de Halloween sera le 500e anniversaire de ma mort, dit Nick quasi sans tête en se rengorgeant. Ah, dit Harry, qui ne savait pas s'il devait avoir l'air joyeux ou désolé. À cette occasion, j'organise une petite fête dans le plus grand des cachots. Des amis viendront de tout le pays et ce serait pour moi un tel honneur si vous acceptiez de vous joindre à nous. Monsieur Weasley et Miss Granger seraient également les bienvenus, cela va sans dire. Mais je me doute que vous préférez assister à la fête de l'école. Il regarda Harry d'un air anxieux. « Oh, non !» dit aussitôt Harry. « Je serais ravi de venir. »« Ah, cher ami, Harry Potter, présent à l'anniversaire de ma mort !» Et il hésita un instant, l'œil brillant d'excitation. « Croyez-vous que vous pourriez éventuellement dire à Sir Patrick combien vous me trouvez impressionnant et même terrifiant ?»« Bien sûr !» Nick quasi sans tête eut alors un sourire radieux. Un anniversaire de mort, dit Hermione avec enthousiasme lorsque Harry fut redescendu dans la salle commune après s'être changé. Il ne doit pas y avoir beaucoup de vivants qui peuvent se vanter d'avoir assisté à ce genre de fête. Ça va être passionnant. Fêter l'anniversaire de sa mort. Quelle idée, bougonna Ron, qui était en train de faire ses devoirs. Je ne vois pas ce que ça a de réjouissant. La pluie continuait de marteler les fenêtres d'un noir d'encre. La salle commune, en revanche, était claire et chaleureuse. Le feu qui ronflait dans la cheminée répandait sa lumière dansante sur les élèves assis dans les fauteuils défoncés et occupés à lire, à bavarder ou à faire leurs devoirs. Fred et George, eux, avaient voulu savoir ce qui se passerait si on donnait à manger des pétards du docteur Flibuste à une salamandre. Fred avait sauvé le lézard orange vif habitué des flammes à la fin d'un cours de soins aux créatures magiques et l'animal était en train de se consumer doucement sur une table entourée d'un groupe de spectateurs curieux. Harry était sur le point de raconter à Ron et à Hermione ce qui s'était passé dans le bureau de Rusard, notamment sa découverte du prospectus de Vite-Magic lorsque la salamandre s'éleva soudain dans les airs et se mit à tournoyer autour de la pièce en crachant des étincelles dans un bruit d'explosion assourdissant. Devant le spectacle de la salamandre entourée d'une pluie d'étoiles qui jaillissait de sa gueule et de Percy qui se déchaînait contre Fred et George en hurlant à s'en casser la voix, Harry oublia complètement le concierge et sa méthode Vite-Magic. Lorsqu'arriva le jour de Halloween, Harry regretta d'avoir promis un peu hâtivement d'assister à la fête de Nick quasi sans tête. Les élèves de l'école se préparaient avec enthousiasme au grand festin qui allait les réunir. La grande salle était décorée avec des chauves-souris vivantes, les énormes citrouilles de Hagrid avaient été évidées pour en faire des lanternes où on aurait pu s'asseoir à trois et d'après les rumeurs, Dumbledore avait fait venir une troupe de squelettes dansants pour assurer le spectacle. « Une promesse est une promesse », dit Hermione à Harry d'un ton autoritaire. « Et tu as dit que tu irais à cette fête !» Ainsi, à 7 heures du soir, Harry, Ron et Hermione passèrent, sans y entrer, devant la grande salle bondée, résistant à l'attraction des assiettes d'or et des chandelles qui scintillaient de toutes parts, et prirent la direction des cachots. Les 3 passages qui menaient à l'endroit où se passait la fête de Nick quasi sans tête étaient éclairés par des chandelles fines et noires, dont la lueur bleuâtre leur donnait à eux aussi l'aspect de fantômes. Il faisait de plus en plus froid à mesure qu'ils avançaient. Bientôt, ils entendirent un son épouvantable, comme des centaines d'ongles crissant sur un énorme tableau noir. « C'est de la musique, ça !» murmura Ron. Derrière un angle du couloir, ils virent soudain Nick quasi sans tête qui se tenait dans l'embrasure d'une porte tendue de draperie noire.
Mes chers amis, dit le fantôme d'un ton lugubre, soyez les bienvenus. Je suis si content que vous soyez là. Il ôta son chapeau à plumes et les invita à entrer en s'inclinant devant eux. Un spectacle stupéfiant s'offrit alors à leurs yeux. Des centaines de silhouettes translucides d'une couleur gris-perle glissaient autour d'une piste de danse bondée ou d'autres formes spectrales valsaient au son terrifiant d'une trentaine de scies musicales jouées par des musiciens rassemblés sur une estrade tendue de noir. Au plafond, un lustre formé d'un bon millier de chandelles noires diffusait une lumière d'un bleu éclatant. Harry, Ron et Hermione virent de la buée sortir de leur bouche. C'était comme s'ils avaient pénétré dans une chambre froide. « Allons jeter un coup d'œil », suggéra Harry qui voulait se réchauffer les pieds. « Fais attention de ne traverser personne », dit Ron d'une voix inquiète. Ils s'avancèrent alors dans la pièce et passèrent devant un groupe de nonnes à la mine funèbre, un homme en haillons couvert de chaînes et le moine gras, le joyeux fantôme de Poufsouffle, en grande conversation avec un chevalier dont le front était transpercé d'une flèche. Harry ne fut pas surpris de voir que le baron sanglant, l'horrible fantôme de Serpentard, couvert de taches de sang, restait seul dans un coin ignoré par les autres spectres. « Oh non !» dit Hermione en s'immobilisant. « Vite, demi-tour, je ne veux pas parler à Mimi Géniard. »« Qui ça ?» dit Harry, tandis qu'il revenait précipitamment sur leurs pas. « Elle hante les toilettes des filles, au 2e étage. » dit Hermione. « Les toilettes ?» « Oui. Elles ont été inutilisables pendant toute l'année parce qu'elles n'arrêtaient pas de piquer des crises en provoquant des inondations. Je n'y vais jamais tant que je peux l'éviter. C'est terrible d'aller aux toilettes et de l'entendre gémir sans arrêt. Regarde !» « À manger !» dit Ron. De l'autre côté du cachot, une longue table était recouverte de velours noir. Ils s'en rapprochèrent d'un air gourmand, mais se figèrent soudain sur place avec une grimace horrifiée. L'odeur qui se dégageait du buffet était parfaitement répugnante. De gros poissons pourris s'étalaient sur des plats d'argent, entre des amoncellements de gâteaux brûlés comme du charbon. Il y avait aussi un énorme hachis grouillant de verre et un morceau de fromage couvert de moisissures verdâtres. Au milieu de la table, à la place d'honneur, se dressait un gigantesque gâteau en forme de pierre tombale, sur lequel était écrit en lettres noires « Sir Nicolas de Mimsy-Porpington, mort le 31 octobre 1492 ». Stupéfait, Harry regarda un fantôme corpulent s'approcher de la table, s'accroupir et s'avancer, la bouche grande ouverte, pour traverser l'un des saumons pestilentiels. « On sent le goût quand on passe à travers ?» lui demanda Harry. « Presque », répondit tristement le fantôme, avant de s'éloigner en flottant dans les airs. « J'imagine qu'ils ont tout laissé pourrir pour donner un goût plus fort, » dit Hermione d'un air docte. Elle se pinça le nez et se pencha pour examiner le hachis putride. « Il vaudrait mieux qu'on ne reste pas trop près, » dit Ron. « J'ai mal au cœur. » Ils avaient à peine fait demi-tour qu'un petit homme jaillit dessous la table et vint flotter devant eux. « Bonjour, Peeves, » dit prudemment Harry. À la différence des fantômes qui évoluaient autour d'eux, Peeves, l'esprit frappeur, n'avait rien de pâle ni de transparent. Il portait un chapeau pointu orange vif, un nœud papillon qui tournait sur lui-même et arborait un large sourire sur son visage sournois. « Vous voulez grignoter quelque chose ?» proposa-t-il aimablement en leur tendant un bol rempli de cacahuètes pourries. « Non merci, » dit Hermione. « Je vous ai entendu parler de cette pauvre Mimi, » dit Peeves, les yeux brillants. « Vous avez été grossière avec cette malheureuse Mimi. » Il prit une profonde inspiration et hurla. « Mimi !» « Oh non, Peeves, ne lui répétez surtout pas ce que j'ai dit, elle serait folle de rage !» murmura précipitamment Hermione. « Je ne le pensais pas, en fait, je n'ai rien contre elle. Oh, bonjour, Mimi !» Mimi était un fantôme de jeune fille, petite et trapue, avec le visage le plus maussade qu'on puisse imaginer, à demi caché sous de longs cheveux pendants et une paire de lunettes au verre épais. « Quoi ?» dit-elle d'un ton sinistre. « Comment ça va, Mimi ?» demanda Hermione d'un ton faussement enjoué. « Ça a fait plaisir de te voir hors des toilettes. » Mimi renifla. « Miss Granger me parlait de toi, » dit Peeves d'un air rusé à l'oreille de Mimi. « Je disais simplement que tu paraissais en pleine forme ce soir, » dit Hermione en lançant à Peeves un regard furieux. Mimi observa Hermione d'un air soupçonneux. « Tu te moques de moi ?» dit-elle avec des larmes dans ses petits yeux perçants. « Non, c'est vrai, j'ai bien dit que Mimi avait l'air en pleine forme, non ?» répéta Hermione en donnant un coup de coude à Ron et à Harry. « Oh oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. »« Ce n'est pas la peine de me mentir !» sanglota Mimi, qui se mit à pleurer à chaudes larmes, tandis que Peeves pouffait de rire derrière elle. « Tu crois que je ne sais pas ce que les gens disent de moi dans mon dos ? La grosse Mimi, Mimi la moche, Mimi géniarde, Mimi râleuse, Mimi minable. Tu as oublié boutonneuse. » lui souffla Peeves à l'oreille. Mimi Géniard fut alors secouée de sanglots et se précipita hors du cachot, poursuivi par Peeves qui la bombardait de cacahuètes pourries en criant « Boutonneuse, boutonneuse !» Oh là là, dit tristement Hermione. Nick, quasi sans tête, se glissa vers eux en traversant la foule.
Vous vous amusez bien ? demanda-t-il. Ah oui, mentirent-ils en chœur. Belle soirée, dit Nick fièrement. La veuve pleureuse est venue spécialement du Kent. Il va bientôt être l'heure de mon discours. Je vais prévenir l'orchestre. Mais au même moment, l'orchestre s'arrêta tout seul. Tout le monde fit silence en regardant partout d'un air surexcité. Le son d'un corps de chasse venait de retentir. Ah, les voilà, dit Nick d'un ton amer. Une douzaine de chevaux fantômes traversèrent soudain le mur du cachot, montés chacun par un cavalier sans tête. Les invités applaudirent à tout rompre, Harry se mit à applaudir également, mais il s'interrompit en voyant la tête de Nick. Les chevaux galopèrent jusqu'à la piste de danse, puis s'arrêtèrent au milieu en se cabrant avec élégance. En tête de la troupe, un fantôme de haute stature tenait sous le bras sa tête qui sonnait du corps. Il descendit de cheval, leva sa tête à bout de bras pour jeter un coup d'œil à la foule qui éclata de rire et s'avança vers Nick quasi sans tête en enfonçant sa tête sur ses épaules. « Nick !» rugit-il. « Comment vas-tu ? Ta tête tient toujours !» Il éclata d'un rire sonore et lui donna une grande tape sur l'épaule. « Sois le bienvenu, Patrick !» dit Nick d'un ton raide. « Ma parole, mais il y a des vivants ici !» s'exclama Sir Patrick en voyant Harry, Ron et Hermione. Il fit semblant de sursauter et sa tête tomba à nouveau, provoquant l'hilarité générale. Très drôle, dit Nick d'un air sombre. Ne t'inquiète pas, Nick, dit la tête de Sir Patrick qui avait roulé sur le sol. Alors, toujours furieux de n'avoir pas été admis au club, mais aussi regarde-toi un peu. Moi, dit Harry répondant à un coup d'œil appuyé de son hôte, je trouve que Nick est très effrayant et... Ah ah s'écria la tête de Sir Patrick. Je parie que c'est lui qui vous a demandé de dire ça, jeune homme. Si vous voulez bien m'accorder quelques instants d'attention, c'est l'heure de mon discours, dit Nick d'une voix forte en s'avançant vers l'estrade sur laquelle il grimpa dans une lumière d'un bleu glacé. Mais regrettez, Lord, mesdames et messieurs, j'ai le très grand chagrin de... Mais personne n'en entendit davantage. Sir Patrick et ses compagnons venaient de se lancer dans une partie de hockey en utilisant leur tête en guise de balle. Nick essaya d'attirer à nouveau l'attention de ses invités, mais la tête de Sir Patrick lui passa devant le nez sous les acclamations de la foule et il renonça. Harry avait très froid à présent et également très faim. « Je ne peux plus supporter ça !» marmonna Ron en claquant des dents tandis que l'orchestre recommençait à jouer et que les fantômes reprenaient la direction de la piste de danse. « Allons-nous-en !» approuva Harry. Ils reculèrent vers la porte, adressant des signes de tête et des sourires radieux à tous ceux qui les regardaient, et quelques instants plus tard, ils reprirent le passage éclairé par les chandelles noires. « Peut-être qu'il restera encore du gâteau !» dit Ron avec espoir, en hâtant le pas vers l'escalier qui remontait au rez-de-chaussée. Ce fut à ce moment-là que Harry l'entendit à nouveau. « Déchire, égorge, tue !» C'était la même voix, froide et mortelle, qu'il avait entendue dans le bureau de Lockhart. Il s'immobilisa et tendit l'oreille, en scrutant la pénombre du couloir. « Harry, qu'est-ce que... C'est encore cette voix, taisez-vous !»« Si affamé, depuis si longtemps... » « Écoutez !» dit Harry. « Tuez, il est temps de tuer... » La voix devenait de plus en plus faible. Elle s'éloignait, Harry en était sûr. Elle montait quelque part dans le château. Un mélange de peur et d'excitation le saisit tandis qu'il regardait le plafond obscur. Comment la voix pouvait-elle s'élever ainsi dans les étages ? Était-ce un fantôme qu'aucun plafond de pierre ne pouvait arrêter ? « Par ici !» s'écria-t-il. Il monta l'escalier 4 à 4 et se précipita dans le hall d'entrée. Mais le vacarme des conversations qui provenaient de la grande salle, où le festin de Halloween se poursuivait, empêchait d'entendre quoi que ce soit d'autre. Harry remonta alors au premier étage, suivi de Ron et d'Hermione. « Harry, qu'est-ce que... » Chut ! Harry tendit à nouveau l'oreille. Il entendait la voix qui continuait de s'éloigner en montant dans les étages. « Je sens l'odeur du sang. L'odeur du sang. » « Il va y avoir un meurtre !» s'exclama Harry, l'estomac noué. Sans prêter attention à Ron et à Hermione qui le regardaient avec stupéfaction, il monta les marches 4 à 4 en essayant d'entendre la voix malgré le martèlement de ses pas. Il parcourut précipitamment tout l'étage, Ron et Hermione s'essoufflant derrière lui, et ne s'arrêta enfin que lorsqu'ils eurent tourné l'angle du dernier couloir désert. « Harry, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Ron en essuyant son visage en sueur. « Je n'ai rien entendu !» Mais Hermione poussa soudain un cri, l'index pointé devant elle. « Regardez !» s'écria-t-elle. Quelque chose brillait sur le mur, en face d'eux. Ils s'approchèrent lentement, scrutant la pénombre. Tracée en grosses lettres entre deux fenêtres, une inscription scintillait dans la lueur des torches qui éclairaient le passage. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemis de l'héritier, prenez garde. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Là en dessous, dit Ron d'une voix tremblante. Lorsqu'ils s'approchèrent un peu plus, Harry faillit tomber en glissant dans une flaque d'eau, mais Ron et Hermione le rattrapèrent de justesse. Ils se penchèrent alors sur une forme noire qui se dessinait sous le message, et tous trois firent aussitôt un bond en arrière, les pieds en plein dans la flaque. Miss Teigne, la chatte du concierge, était pendue par la queue à une torchère. Elle était raide comme une planche, les yeux grands ouverts. Pendant quelques instants, ils restèrent figés de terreur. « Filons d'ici !» dit enfin Ron. « On devrait peut-être essayer de... » suggéra maladroitement Harry. « Fais-moi confiance, il ne faut surtout pas qu'on nous trouve ici !» répliqua Ron. Mais il était trop tard. Un grondement, semblable à un lointain coup de tonnerre, leur indiqua que le festin venait de se terminer. De chaque extrémité du couloir leur parvenaient les conversations joyeuses des élèves repus et le bruit de centaines de pieds qui montaient les escaliers. Un instant plus tard, un flot d'élèves se déversait dans le couloir. Les conversations et les bruits de pas s'évanouirent peu à peu lorsque les premiers arrivants aperçurent la chatte pendue au mur. Harry, Ron et Hermione étaient seuls au milieu du couloir, dans le silence qui régnait à présent. Autour d'eux, la foule se pressait pour contempler le sinistre spectacle. D'une voix forte, quelqu'un rompit alors le silence. « Ennemis de l'héritier, prenez garde ! Bientôt, ce sera le tour des sangs de Bourbe !» C'était Drago Malfoy, qui s'était faufilé jusqu'au premier rang. Ses yeux froids flamboyaient et son visage habituellement pâle s'était empourpré. Avec un grand sourire, il regarda la chatte immobile, pendue au mur.